Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. La police a dispersé à coups de grenade lacrymogène les militants de Khalifa Sall et de Bamba Fall qui se sont déplacés au palais de justice pour soutenir ces deux responsables socialistes. Le premier est devant le juge pour une confrontation avec le DAF de la mairie de Dakar. C'est dans l'affaire de la caisse d'avance. Et le second est à l'écoute de la chambre d'accusation du tribunal de Dakar qui doit se prononcer sur sa demande de mise en liberté provisoire. En direct du palais de justice, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. On fait le point de la situation. Oui, les échauffourées ont commencé exactement lorsque des militants socialistes en grand nombre sont venus à passer devant la prison de Rebeuss, pancarte armée avec des slogans du genre libérer Khalifa Sall. Ils ont été dispersés manu militari par la police, portés tout au long du corridor menant du pénitencier au palais de justice. Finalement, Antoine, plus de peur que de mal, quelques jets de grenades lacrymogènes ont suffi à tempérer la beuve de ces militants, à tous évacués par les forces de l'ordre en grand nombre. Quelques téméraires continuent toutefois de faire le petit bruit à en guettant leur mentor Khalifa Sall qui a fort à terre. Et pour cause, vous le savez, c'est juste ces jours de confrontation entre lui et ses co-inculpés, notamment le DAF Mbaye Touré, le directeur administratif et financier de la mairie. Il est accusé, lui, Khalifa Sall, de détournement de deniers publics, entre autres chefs d'inculpation. Ses avocats, les avocats de la défense, donc, disent être confiants. Dans l'autre affaire, Bamba Fall, à l'écoute de la chambre d'accusation, vous l'avez dit, ses conseils ont introduit une demande de liberté provisoire, après avoir essuyé le niet du doyen des juges. C'était juste après l'audition au fond. Mohamed Ali Mouba, merci. Nous reviendrons sur tout cela lors de nos prochaines éditions. Les proches de Khalifa Babacar Sall réagissent à la décision du secrétariat exécutif national du Parti socialiste d'activer la commission de discipline du PS à leur encontre. Le SEN qui a aussi demandé que la procédure enclenchée contre Khalifa Sall et compagnie suive son cours normal. Idrissa Diallo, le maire de Dalifort et membre du bureau politique du PS, parle de décisions honteuses et indignes. Il souligne aussi un manque de valeur et de moralité des auteurs de cette décision. Idrissa Diallo, très amer au téléphone de Georges Déthié. Oui, d'abord, par le mépris, et je suis très déçu du comportement de ces gens. Ça, je vois que ils n'ont aucune valeur, aucune moralité, parce que vous ne pouvez pas avoir des camarades en prison et que le parti se glorifie de ça et dit qu'il va les traduire en conseil de discipline. Même si vous n'êtes pas du même parti. Quand quelqu'un est en prison, vous attendez qu'il sorte pour déclarer, faire des déclarations. C'est des gens qui ont perdu le contrôle, ils ont fait un complot pour mettre Khalifa en prison et Bamba en prison, dire qu'on va les renvoyer. Ils ont peur de ces gens-là. Ils sont devenus très petits. Pourquoi mettre Khalifa en prison et dire qu'on va le renvoyer du parti? C'est de la petitesse. C'est manquer de valeur, de moralité. C'est manquer de dignité. Je crois que ce pays a besoin de dignité et des hommes de valeur. On a vu que maintenant, ce qui reste de l'autre côté, comme nous on se fait appeler, c'est le PS des valeurs. Ces gens-là, maintenant, ils montrent aux Sénégalais. Ils ont montré aux Sénégalais qu'ils ont fini de comploter contre Khalifa Sall. Vous complotez avec lui, votre pouvoir qui vous aide parce que vous ne pouvez rien faire contre Khalifa, il est plus puissant que même le pouvoir, Khalifa est plus puissant que vous le mettez en prison pour le menacer d'expulsion. Je crois que c'est honteux, c'est indigne. Et moi, les indignes, j'ai pas affaire à eux. Idrissa Diallo, la proposition de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, n'agrée pas le conseil en communication du président Macky Sall quand le patron de l'Institut panafricain de stratégie suggère la mise en place d'une commission paix et dialogue au Sénégal. El Hadj Hamidou Kassé dit tout simplement que le Sénégal est un pays stable où la cohésion règne et puis pour lui, le dialogue est une constance dans la démarche du président Macky Sall. Écoutons El Hadj Hamidou Kassé avec El Hadj Ndiogou Diène. Depuis 2012, avec l'élèvement du président Sall à la magistrature suprême, le dialogue a été une méthode à la fois constante et régulière. On se rappelle bien que dès son installation, il a lancé les assises nationales autour de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Ensuite, il y a eu des concertations sur la santé, l'enseignement supérieur, le foncier, les institutions avec la CNRI, l'administration. Ensuite, il y a eu une série de concertations qui illustrent la méthode du dialogue. Le président de la République reste attaché au dialogue. C'est un homme de dialogue. Maintenant, il ne faudrait pas aussi
se faire trop diligent. Donc, pour vous, il n'y a pas lieu de mettre en place une commission paix et dialogue comme le demande Cheikh Tidiane Gadio. J'estime que le Sénégal peut parfaitement être fier de la stabilité de ces institutions, de la cohésion sociale et également de la paix qui caractérise notre société. Maintenant, tous les acteurs ont parfaitement le droit et même le devoir de développer des positions. L'essentiel, c'est que ça aille dans le sens des intérêts du Sénégal. Le Premier ministre a rendez-vous cet après-midi avec la représentation nationale. Le chef du gouvernement est attendu à l'Assemblée nationale sur les questions de l'heure. Assurément, les députés vont évoquer des sujets qui intéressent l'opinion. Ils sont d'ordre politique, social et économique. Grand retard pour le démarrage de la réunion des ministres de l'économie des pays de l'Union africaine, rencontre qui devait s'ouvrir ce matin à Dakar, mais encore un problème diplomatique entre le Maroc et la République arabe sahraoui démocratique qui bloque donc les travaux. Le Maroc qui a réintégré l'Union africaine ne voulant pas partager de réunion avec la République sahraoui dont il réclame la propriété. Il est 12h09, vous suivez le grand journal. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Processus de paix en Casamance. Le maire de Diembéring, dans la région de Ziguinchor, se réjouit des avancées notées ces derniers temps. Pour Thomas Gueye, la paix est très proche. L'invité d'RFM matin de ce jeudi salue la démarche de l'actuel régime dans la gestion de la situation en Casamance. Voici Thomas Gueye. Nous avons espoir que cette fois-ci, Inch'Allah Rabbi, ce sera vraiment la bonne formule, que le Sénégal retrouve justement sa paix tout à fait définitive justement dans la région de la Casamance. Pourquoi? Parce que nous avons l'habitude de dire que la crise casamançaise ne peut se traiter que dans la durée et que le temps était notre meilleur allié. Parce que malheureusement, les gens avaient pensé que par les armes on pouvait justement régler la situation, mais c'est justement méconnaître réellement la mentalité du Diola. Le Diola a un mental très fort. Il a peur de la prison, mais il n'a pas peur de mourir. Il n'a pas peur, il ne ronce pas devant les armes, n'est-ce pas? Heureusement, le Sénégal, son gouvernement, a compris cela et a opté pour une autre solution, une autre approche, qui est réellement de traiter la question à partir de ses origines. Parce que nous savons tous qu'au début, il y avait cette question de frustration. Tous les Casamançais étaient frustrés, à tort ou à raison, mais le fait était là. La paix est à quelques jours près d'être tout à fait effective en Casamance. Thomas Gueye donc était l'invité d'RFM Matin. Nous poursuivons notre série de reportages sur la ville de Dakar. Aujourd'hui, focus sur le désencombrement de la capitale. Les commerçants qui avaient été déguerpis sont retournés à leurs places habituelles. À Petersen, les concernés expliquent le retour par un manque à gagner énorme. Au canal de la Gueule-Tapée, les commerçants mènent tranquillement leurs activités alors qu'ils avaient été déguerpis. Reportage Anna Rocha. Allez Pape-Gueye-Fall, la circulation est dense, moins qu'avant, mais dense tout de même. Depuis l'incendie du marché Petersen, les commerçants ont fumé le calumet de la paix avec les autorités locales. C'est en tout cas ce que semble dire Batchecham, le délégué du marché. Effectivement, nous avons repris le travail, mais je pense que la mairie a compris qu'on ne faisait rien de mal. On ne veut que la paix. Les affaires marchent moins bien qu'avant, mais c'est un risque à prendre, ajoute Batch. Certains ont perdu des millions. On ne peut pas croiser les bras et attendre Dieu. Cette sérénité qu'il affiche est loin d'être le cas au marché de fortune établi le long du canal de la Gueule-Tapée. Personne n'ose prendre la parole. Tous les commerçants interpellés nous renvoient vers la même personne, le délégué, un certain Omar Diouf, sauf que le monsieur en question n'est pas là. C'est finalement le secrétaire général de l'association des marchands de la Gueule-Tapée qui livre l'information. Consigne a été donnée ici de ne plus s'exprimer dans les médias jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi? Notre question reste en suspens.
Le vieux Omar Paye, un habitant de la Gueule-Tapée, est partagé. Tolérant certes, mais il aurait préféré que ces commerçants respectent la décision de la mairie. C'est bien de travailler et d'essayer de gagner sa vie, mais il faut également se conformer à la loi. Entamée depuis 2013, la politique de désengorgement des rues de Dakar bute sur un suivi régulier. Au grand bonheur des commerçants, les autres s'accommoderont de l'occupation anarchique de leur rue. Anna Rocha, Ziguinchor, beaucoup d'enfants souffrent de troubles traumatiques suite à des viols ou d'inceste, un mal réel dans cette région sud. Et malheureusement, les éducateurs sociaux spécialisés ne sont pas outillés pour faire face à tous les cas. Il y a un problème de prise en charge. Ziguinchor, Laminba. C'est l'ONG Futur au présent qui tire la sonnette d'alarme. Le nombre d'enfants qui souffrent de troubles traumatiques après avoir été victimes de viols ou d'inceste est en hausse dans la région de Ziguinchor. C'est une éducateur spécialisé, généralement des enfants qui sont victimes de viols, d'inceste, qui sont victimes de l'ensemble justement des traumatismes psychosociaux. Donc ça, aujourd'hui, la région en souffre énormément. C'est un mal qui est là. Et chaque jour que j'ai fait, nous recevons des enfants qui ont été victimes justement de ces traumatismes. Cette structure qui accueille la plupart de ces enfants victimes de troubles traumatiques leur assure une première étape de leur prise en charge psychosociale, mais les éducateurs spécialisés qui interviennent ne sont pas outillés pour prendre en charge les cas complexes, explique Sénidie Diouf. Il y a des cas qu'on récupère, mais il y a des cas qui nous échappent parce que le niveau de traumatisme est tel qu'on ne peut pas justement parvenir à un résultat probant. Donc si on se rend compte qu'on a des limites par rapport à ce cas-là, en principe on doit référer à une structure compétente. Malheureusement, les psychologues existent en nombre limité à Ziguinchor et les structures spécialisées de prise en charge des cas de profond traumatisme pour enfants sont inexistants. D'où cet appel en faveur d'une implication de l'État dans la prise en charge de la préoccupation. L'idéal serait justement d'avoir dans des structures un psychologue qui s'occupe justement de ce cas-là. Nous appelons l'État à agir, à nous accompagner. Plusieurs structures s'impliquent de plus en plus dans la chaîne de prise en charge des cas de traumatisme d'enfants. Il revient à l'État de soutenir la dynamique, estime-t-elle, en dotant la région de psychologues pour enfants pour sauver des innocents. Laminba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Pour moi, RFM, c'est la radio la plus proche de la population. RFM, toujours plus proche de vous. Antoine Diouf. C'est un paradoxe. Mbane ne dispose pas assez d'eau potable pour les populations et pourtant, c'est dans cette zone que se trouve le lac de Guière qui est la plus grande réserve d'eau douce de l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, à Niassanté, localité située dans la commune de Mbane, il faut faire 6 km pour avoir de l'eau ou bien débourser 250 francs CFA pour un bidon de 20 litres. Cette partie du Wallo fait face à d'autres difficultés. Alousseinou Diagne. Le constat est amer, à en croire les nombreux intervenants à la rencontre initiée par des leaders républicains. Mbane ne profite pas assez des opportunités que lui offre le lac de Guière. Plusieurs villages ne disposent même pas du minimum d'eau potable. C'est le cas de Niassanté. Je ne croyais pas qu'il y a un seul village au Sénégal à l'heure actuelle qui manque d'eau. Mais j'en ai vu comme Niassanté où il faut débourser 250 francs pour aller remplir son bidon de 20 litres à plusieurs kilomètres. De nombreuses contraintes retardent également l'émergence de la collectivité locale. Selon Adjakoumbo Dieriba, elle veut fédérer des forces en vue d'un développement de la zone qui met l'accent sur l'éducation des filles en première ligne. Adjakoumbo Dieriba et ses sœurs qui revendiquent l'autonomisation des femmes ne comprennent toujours pas d'ailleurs qu'elles soient ignorées par les projets et programmes nationaux. Je suis encore désolé de voir qu'aujourd'hui des femmes continuent à piler le mine avec pilon et mortier. Je pensais que vraiment c'est de l'histoire ancienne. J'ai vu également des salles de classe en hutte et qui manquent d'enseignants. Il faut aider ces braves femmes en leur octroyant des financements comme toutes les autres dans ce pays. Financez-les pour nous liguer. Jacobo Diriba a aussi, dans le cadre de sa caravane, sensibilisé les populations et en particulier les femmes à aller s'inscrire massivement sur des listes électorales pour pouvoir jouer pleinement leur rôle de citoyenne à part entière. Richard Toll, RFM. L'économie maritime va mal à Saint-Louis. Les marailleurs évoquent comme raison le manque de licences de pêche, la surexploitation des ressources halieutiques et la concurrence déloyale que leur amènent les bateaux étrangers. Il y a aussi les rabatteurs et autres intermédiaires d'usines de pêche qui sont accusés par les marailleurs de Saint-Louis. Correspondance
Mohamed Nabissila. Après les pêcheurs de Guet-Ndar, ce sont les mareyeurs qui se désolent du manque de licences de pêche. En tant que secrétaire général des mareyeurs de la région de Saint-Louis, puisque nous avons fait un constat que l'économie au niveau de la région est aux arrêts, dû en grande partie par la non-attention des licences de pêche. Un retour de nos ressortissants pêcheurs sénégalais. Cette situation est tellement difficile vécue par les mareyeurs, partenaires de ces pêcheurs, sans calcul lucratif. Nous demandons, dans le plus grave délai, aux deux présidents de la République, que ce soit de la Mauritanie ou bien du Sénégal, pour une négociation durable et heureuse. Mais d'autres problèmes plombent le secteur, tels que les usines et les bateaux étrangers, ainsi que des rabatteurs qui font incursion dans le métier. Bassirou Fall est le président des mareyeurs de Saint-Louis. Les usines qui traitent le poisson ont aujourd'hui envoyé plusieurs camions ici dans la ville, et ceci pour donner de l'argent à des rabatteurs, pour que ces gens-là nous mènent une concurrence déloyale. Là où nous devrions acheter pour 10 000, eux, ils viennent proposer aux pêcheurs 15 000, tuant complètement notre métier. Pour laisser à la charge à l'essieu, les mareyeurs attendent de voir. Amadou Faye s'explique. On nous a amené un pont bascule démontable. On a fait des essais. On va nous laisser le pont d'ici 1 mois, 2 mois. Nous allons faire nous apprendre nos stagements pour ne pas avoir des emmerdements au niveau des autres points de bascule. Une réorganisation et un assainissement du secteur du mariage est exigé pour une meilleure efficacité. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Reparlons des visites techniques. Désormais, il faut prendre rendez-vous. La décision s'impose à tous, mais ce n'est pas tous les automobilistes qui sont informés. Ceux qui sont au courant de cette mesure dénoncent tout de même le manque de communication de la part du centre de contrôle technique des véhicules. Reportage Adramé Ismaël Akouli. De l'autoroute à l'entrée du centre de contrôle technique des véhicules, une longue file de voitures. Les mains sur le volant, Touré attend patiemment son tour. Il semble ne pas être au courant de la nouvelle disposition qui impose à tous les chauffeurs de prendre rendez-vous pour le contrôle technique. Il n'est pas dit que tu es forcé d'appeler au préalable, tu peux venir faire la queue quand tu veux. Si tu n'es pas prêté, tu peux prendre un rendez-vous jusqu'à la date que nous donnerons et que vous viendrez faire la visite. L'attente semble psychologiquement pesante et la patience de Milimono semble avoir atteint ses limites. Tout de noir vêtu, l'homme au teint clair abandonne son véhicule pour venir se plaindre. On les appelle, on met 2000 francs crédit et on le reçoit pas. Et puis encore, en même temps, notre crédit va finir. Voilà. Donc, on a dit que bon, on va faire le rendez-vous. Le rendez-vous pour les appeler, pour nous donner les rendez-vous. Mais alors, on met tout nos l'argent dans le crédit et on ne le saura pas. Bon, je demande pourquoi ça. Pour Touré, la visite technique est un vrai casse-tête pour tous les chauffeurs. Pratiquement, ça nous complique la vie au jour le jour. Parce que le fait de venir faire la queue jusqu'à l'autoroute, ça peut créer des dangers, des accidents, et tout ça, des embouteillages. Donc l'État devait faire des efforts pour essayer de dispatcher dans le territoire national pour que les véhicules puissent passer rapidement. Les usagers de la route rencontrés sur place admettent qu'à court terme, cette disposition va améliorer le trafic routier. Mais ils espèrent que dans un futur proche, les visites techniques vont être mieux organisées. RFM. L'actualité internationale. Mauritanie, un référendum sera finalement organisé pour faire adopter ou non le projet de révision constitutionnelle Sornana Tambaye. Le président Mohamed Ould Abdelaziz a opté pour cette voie, la seule légale qui s'offre à lui d'ailleurs. Le chef d'État déclare vouloir suivre le choix du peuple. Nous l'écoutons au micro de Mohamed Diop. L'article 38 nous permet de faire toutes les révisions sans passer par les chambres. C'est tellement clair. C'est une voie et il y a une autre voie. Une voie longue et une voie courte qui fait appel directement au peuple mauritanien sans passer par les deux chambres. Et puis, logiquement, on ne peut pas quand même laisser tout un peuple entre prendre en otage tout un peuple, c'est pas possible. Là, je suis l'arbitre. J'arbitre les deux chambres parce que le peuple mauritanien m'a confié cette mission de présider ce pays, de présider au-dessus de ce peuple. Et je m'en charge. Et comment analyser le rejet du Sénat et la posture de Abdelaziz? Selon Barkaba, les sénateurs ne pouvaient pas laisser passer le texte puisque l'une des réformes est la suppression de la structure. Par ailleurs, le pays devrait se concentrer sur des questions beaucoup plus cruciales. Barkaba, directeur de l'information de la TFM que nous écoutons. Ce qui est arrivé, c'est que simplement, la première lecture, c'est que les sénateurs mauritaniens n'ont pas voulu se faire harakiri eux-mêmes, se suicider en fiant la branche sur laquelle ils sont assis,
puisque le projet de loi portait entre autres sur la suppression de cette chambre, considérée comme une chambre d'enregistrement par la plupart des Mauritaniens. Et le fait de suivre la voix du peuple, comme il le dit, de la part du président Abdul Aziz, ne veut pas dire qu'il ne fait pas du forcing, parce qu'il y a des juristes et d'éminents juristes qui pensent que le rejet par le Sénat de la proposition de loi controversée aurait dû amener le président Aziz à surseoir à cette réforme. Puisque le problème fondamental, c'est que beaucoup de gens en Mauritanie pensent que la réforme n'est pas constitutionnelle. Pour rappel, une très large majorité de l'opposition mauritanienne refuse cette réforme qui est considérée comme non consensuelle et non fondamentale par rapport aux véritables problèmes qui minent le pays, c'est-à-dire la cohésion sociale. Le président Ould Abdelaziz a fait beaucoup d'efforts pour ce qu'on appelle le passif humanitaire, c'est-à-dire en termes critiques le grave conflit qu'il y avait eu en 89 avec le Sénégal et qui avait abouti à la déportation de beaucoup de négro-mauritaniens. Il a fait quelques efforts dans ce sens, mais cet effort n'est pas allé jusqu'au bout. Beaucoup pensent que d'abord il faut commencer par régler cette question raciale et régler aussi le problème du calendrier électoral, des réformes électorales qu'il faut faire pour sa succession d'ici 2019. En Gambie, les élections législatives, c'est dans 2 semaines et les premiers observateurs sont sur place. Pour l'Union européenne, il s'agit d'une première présence. 14 premiers observateurs ont été répartis dans le pays pour suivre le déroulement de la campagne et des élections du 6 avril prochain. Au total, ils seront 50 experts électoraux. Pour le chef de la mission de l'UE, cette opération est un symbole pour le pays et un signe de rapprochement entre la Gambie et l'Europe. Nigeria, la police fait le bilan des violences survenues dans le sud-est il y a 2 semaines. Les affrontements ont opposé Yoruba et Hausa, les 2 plus grandes ethnies du pays. La police a dénombré 46 morts et une centaine de blessés. C'était les 7 et 8 mars dernier dans une ville située au sud-est. Les heurts ont éclaté quand un commerçant Hausa a violenté une femme Yoruba dans un marché. Un fait anodin qui a pourtant conduit à cette violence inouïe. D'autres commerçants Hausa se sont rassemblés et ont tué un homme de l'ethnie Yoruba en brandissant son cadavre comme un trophée, ce qui a déchaîné l'autre camp. En République démocratique du Congo, la rébellion au Kasaï et les graves violations des droits de l'homme sont au cœur d'une réunion à Genève. La Commission des droits de l'homme des Nations Unies s'est penchée sur les actes de violence commis dans cette zone. L'organisation soupçonne l'existence de 17 fosses communes. Ces hommes auraient également des difficultés à accéder au site. À Wambaï. Déjà 10 fosses communes sont cartographiées entre Chimboulou et Koto. Et entre janvier et février, 99 civils sont tués à cause de leur appartenance présumée au mouvement Kamuna Sapou. Le sous-secrétaire général aux droits de l'homme assure qu'il y a d'autres fosses communes et dénonce les entraves faites au travail des enquêteurs onusiens. Andrew Gilmour déclare, je cite, « Il y a des informations concernant au moins 7 autres fosses communes. Nos équipes doivent encore vérifier l'existence. Toutefois, ce travail s'avère parfois difficile quand nos équipes sont menacées par des officiers de sécurité. C'est ce qui s'est passé par exemple la semaine dernière à Konko quand des officiers de l'armée congolaise ont tenté d'empêcher notre équipe d'accéder à une fosse commune. » Fin de citation. Une enquête est donc ouverte par la justice avec l'inculpation de 7 militaires pour crimes contre l'humanité. Les autorités congolaises promettent également la tenue d'un procès public pour juger les responsables. De Sornanata, nous reparlons des soldats français accusés de viol en Centrafrique et qui pourraient obtenir un non-lieu. C'est une démarche que rejettent les partis civils. L'un des avocats voudrait savoir si les incohérences soulevées par le parquet de Paris ne sont pas le fruit des traumatismes subis. Le parquet a estimé qu'au terme de l'enquête, il est impossible d'établir des faits étayés à l'encontre des militaires mis en cause par les enfants. Sornana Tambaye, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur le passage du Premier ministre cet après-midi à l'Assemblée nationale. Les différentes questions qui seront abordées, nous en parlerons dans quelques minutes.
Les sports, Malal Junior Diagne, rebonjour. Bonjour Antoine. Le football, les Lions du Sénégal, l'équipe A bien entendu, joue contre le Nigeria ce soir en match amical. Ce sera à Londres en Angleterre et l'équipe nationale du Sénégal est déjà prête à en découdre avec celle du Nigeria pour gagner, retrouver la confiance mais également marquer des points au niveau du classement FIFA. Notre correspondant particulier à Londres, Alphan Sek, a rendu visite au Lyon. Il a recueilli les propos de Kalidou Koulibaly, le joueur de Naples qui sera le patron de la défense pour cette rencontre en l'absence de Karamouk. Nous l'écoutons, Kalidou Koulibaly. On prépare bien ce match, on sait que ça va être un match difficile. On va essayer de gagner, même si c'est un match amical. Pour nous, tous les matchs sont des matchs officiels, parce que c'est une date FIFA, donc on va tout faire pour gagner ce match. On sait que ça va être difficile. On a tous les joueurs, maintenant on va se concentrer sur ce match. On donne tout pour le Sénégal, on donne à 100%. Après voilà, on va essayer de faire un grand match. Kara est pas là pour des raisons personnelles, mais voilà, je lui souhaite plein de courage et j'espère qu'il nous rejoindra très vite. Le moral est bon, on doit continuer sur la lancée. On sait qu'on est capable de faire des bonnes choses et on doit continuer sur ça et être encore plus rigoureux. On va faire un grand match, je pense que le Sénégal est prêt pour tout ça. Maintenant on va tout faire pour gagner le match, mais voilà, le Sénégal est prêt et est là pour faire aussi des points FIFA et on va tout faire pour ça. Football toujours avec les transferts. Ousseynou Ndiaye quitte Dakar à Sacré-Cœur pour rejoindre l'Olympique lyonnais. C'est un jeune joueur, Antoine, âgé de 19 ans, évoluant au poste de milieu de terrain offensif. Il va être le premier à rejoindre le centre de formation de l'Olympique lyonnais après la signature d'une convention de partenariat entre Lyon et le club de Dakar Sacré-Cœur. L'annonce a été faite ce matin à l'issue d'une cérémonie de présentation des responsables de l'équipe de Lyon présent à Dakar, mais également d'une signature de convention entre Dakar Sacré-Cœur et la Socosim. Selon le président de l'équipe, Mathieu Chupin, il faut pousser les acteurs du privé à investir dans le football afin que le sport puisse se développer. Mathieu Chupin, que nous écoutons. Il faut être humble, modeste, on avance pas à pas. Le contexte, je dirais financier de manière générale, est très dur, très difficile. Il y a des choses qui avancent, mais je le répète, il faut qu'un club comme le nôtre prenne son envol, puisse prendre vraiment la pleine mesure, je dirais, de ses possibilités, puisse vraiment s'épanouir. Il va falloir vraiment que l'environnement du football au Sénégal, d'une manière générale, l'environnement du sport change. Et c'est un défi très important dans les mois qui viennent. Moi je voudrais vraiment qu'aujourd'hui, il est temps que les choses changent. Il est temps que les principaux acteurs puissent être consultés, puissent être appelés pour pouvoir donner leur opinion et encore une fois que l'environnement institutionnel du sport change et que les plus hautes autorités du pays prennent conscience vraiment de ce qu'on peut faire avec le sport au Sénégal. Le partenariat avec l'Olympique lyonnais, c'est quoi les termes de référence? Les termes, c'est un partenariat où effectivement il y a 3 volets, le volet sportif, le volet développement de la marque OL à travers nos activités sport loisirs, le volet social, RSE, avec un accompagnement de la fondation, de OL Fondation sur toutes les activités club citoyen de Dakar Sacré-Cœur. En échange de quoi donc nous avons un accompagnement financier et puis on a surtout un système de bonus progressif au fur et à mesure pour chaque joueur qui part de Dakar Sacré-Cœur à Lyon. Le basket pour finir, Malal Junior Diagne. Avec ce matin une séance d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal avec la présence des entraîneurs locaux. Ils sont tous venus mettre la main à la pâte pour bien préparer cette équipe nationale, n'est-ce pas, Sodekam? Alors, Malal, une remarque à faire. Nous avons vu donc les coachs locaux qui sont venus en renfort pour donc pousser l'équipe ou bien donner leur expérience pour que le Sénégal obtienne donc sa qualification à l'Afrobasket 2017. Alors, ici, nous avons Mamadou Gaye Pabi, le coach de l'AS Douanes. Coach, bonjour. Bonjour. Alors, on vous voit ici. Comment est-ce que vous trouvez l'équipe? Oui, mais je le vois très en forme, très motivé, très concentré durant cette séance d'entraînement. Je pense qu'avec ce que je viens de voir, depuis 1 heure de temps, ils sont vraiment en forme et très concentrés pour jouer ce match. Nous sommes également avec Parfait Adjuvant, le coach de Dakar Université Club. Coach, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez regardé l'équipe nationale du Sénégal avec les séances d'entraînement. Selon vous, comment est-ce que le Sénégal doit aborder ce tournoi pour la phase retour? Moi, je dis qu'il faut y aller avec beaucoup de confiance et beaucoup de sérénité et de positiver cette pression. Et selon vous, comment est-ce que le Sénégal peut contrecarrer les adversaires, surtout le Mali et la Guinée?
Oui, il faut être présent sur le plan physique d'abord et sur le plan défensif. Et vous, coach Pabi? Oui, pour les contrecarrer, il va juste être patient dans le jeu, éviter de prendre des décisions immédiates et individuelles, parce que gagner un match, ça se construit la première à la dernière seconde. Alors donc c'était le coach Mamadou Gueye, le parfait adjuvant, qui sont venus ici au Stadium Marius Ndiaye pour donner leur expérience, donner leur point de vue pour que le Sénégal puisse obtenir sa qualification. Le premier match demain 19h Sénégal-Guinée, le public dakarois et sénégalais est invité à envahir les gradins du Stadium Marius Ndiaye. RFM sera de la partie pour accompagner les auditeurs. Merci Malal Junior Diagne. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour s'intéresse à la qualité de l'enseignement au Sénégal. Une question que le président Macky Sall a abordée cette semaine, Abdoulaye Ndiaye. En effet, près de 1750 milliards de francs CFA, soit un taux de 6,2% de croissance, sont investis dans l'enseignement de façon globale. Ce qui devrait nous valoir de la qualité dans ce secteur. Cette conviction a été formulée par le président de la République. Mais au-delà de ces importants moyens, ne sommes-nous pas en face d'un mammouth, d'un système qui traîne la maladie de l'hypertrophie administrative et organisationnelle, celle du refus de toute réforme de performance, mais surtout de la permanence d'actions revendicatives de la part de ces acteurs. Autant de facteurs qui, reconnaissons-le, ne peuvent conférer une qualité à notre éducation. Ils contribuent plutôt à la voir accumuler des insuffisances de l'école primaire au supérieur en passant par le cycle secondaire. L'explication qui en résulte peut également tenir d'un quantum horaire hors norme qui atteint rarement 700 heures, là où l'idéal serait de 800 selon certaines sources. Ces mêmes sources désignent ce fait comme en partie responsable de la baisse du niveau de nos élèves. Et que dire de programmes souvent inachevés, escamotés, voire décriés pour leur inadaptabilité au contexte socio-économique, malgré quelques tentatives d'innovation pédagogique. Cela pose, à notre avis, la lancinante question de ressources humaines de qualité, des conditions de travail et une responsabilité partagée entre État et syndicats pour relever le niveau de nos apprenants. On entend dire par certains que le statut de l'enseignant est une arlésienne qui peine à être fixée, voire définie. Et que s'appuyant sur un document de l'UNESCO, 42% de nos effectifs seraient des contractuels, c'est-à-dire les seuls recours à une pénurie d'enseignants formés. Poussant le raisonnement, il semble que le chiffre cité établit un ratio élève-enseignant qui ne suit même pas notre croissance démographique. Alors, sans nier l'importance des crédits publics alloués, force est de reconnaître que le système continue d'être tributaire de facteurs bloquants à la fois humains et d'équipement. Reste comme une consolation un taux de scolarisation en progression. Il nous fait d'ailleurs émerger aux côtés de pays africains qui réussissent de bons résultats économiques. Il s'agit entre autres de Maurice, de Botswana et du Rwanda. Des pays préoccupés par une amélioration continue de leur système éducatif qui permettent l'acquisition de savoir et de savoir-faire dès le bas âge. Toutes choses rendues possibles par des politiques publiques d'investissement dans la formation du corps enseignant. À cela s'ajoute un contrôle et un suivi qui assurent l'aptitude à enseigner sans oublier l'élaboration de programmes adaptés et une garantie de l'efficacité des méthodes pédagogiques. Le défi de la qualité pour notre enseignement interpelle aujourd'hui parents, éducateurs et État. Il devra passer par un accroissement continu des moyens d'apprentissage qui réduisent la disparité entre zones urbaines et rurales. Et que devant une demande en éducation en nette augmentation, son transfert effectif aux communes et départements peut être une des solutions avec naturellement l'appui de la puissance publique. Nous pourrons ainsi renouer avec le passé glorieux d'un secteur longtemps porté par des pionniers de la transmission du savoir, ceux pour qui enseigner était une vocation passionnelle. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Georges Yudeke-Diop. Entre Khalifa Sall et le PS, le fossé se creuse et pour cause, dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, l'observateur renseigne et avec insistance que le Parti socialiste abandonne Khalifa Sall à Dame Justice. L'observateur se fait l'écho de la réunion du secrétariat exécutif national du PS. C'était hier. Et vous savez quoi? L'Obs indique que Ousmane Tanor Dieng demande que la procédure enclenchée contre Khalifa Sall et compagnie suive son cours normal dans l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Et pour le journal Le Quotidien, le maire de Dakar est sommé par le secrétariat exécutif national de prouver son innocence. Ce qui fait dire au journal Le Quotidien que dans l'affaire Khalifa et compagnie, le PS
instruit à charge. Et sous un autre registre, le parti va plus loin. Le SEN, selon le quotidien, a décidé d'activer la commission de discipline à l'encontre de Khalifa Sall et de ses camarades qui ont pris leur distance par rapport aux décisions du parti. Et mon confrère de souligner que déjà l'odeur de l'exclusion se fait sentir. L'Observateur semble être du même avis et titre Khalifa vers la guillotine. Et les propos du porte-parole du PS à la une de l'Observateur sont révélateurs. Abdoulaye Wilane, au sujet de l'envoi de Khalifa et compagnie en commission de discipline, déclare que la solution pour une dent pourrie, c'est de s'en débarrasser. En attendant, ce jeudi est jour de vérité pour Khalifa et Bamba Fall. Ils seront devant les juges. Bamba Fall à la chambre d'accusation et Khalifa devant le doyen des juges d'instruction pour une confrontation avec le DAF de la mairie de Dakar. L'affaire Khalifa Sall, il ne faut pas compter sur le chef de l'État pour alimenter les débats. Enquête souligne que Macky opte pour l'omerta. Il a été interpellé sur le sujet hier à Genève au sortir du panel organisé par le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Refus catégorique de répondre, le chef de l'État a déclaré « C'est une affaire pendante devant la justice, par conséquent, je n'en parle pas ». Les propos de Macky Sall sont rapportés par Enquête, l'Observateur, l'AS entre autres. L'AS justement met en exergue le voyage du président à Genève et titre « Macky boucle 3 jours de consécration ». Il a reçu plusieurs distinctions, paraphé plusieurs accords et a été fait docteur honoris causa de la Geneva School of Diplomacy and International Relations. Le quotidien national Le Soleil le confirme d'ailleurs à sa une. Cela au moment où Sud Quotidien poursuit sa série de dossiers sur l'an 5 de l'accession de Macky Sall au pouvoir. Aujourd'hui, Sud s'intéresse à la justice, à l'éducation, à la santé et à la culture. Du 25 mars 2012 à aujourd'hui, mon confrère note des hauts et des bas. Direct Info fait aussi le bilan des 5 années de Macky Sall à la tête du pays. Direct Info qui soutient que Macky Sall est à l'épreuve du PDS. Attention, pas le Parti démocratique sénégalais. Il s'agit, selon mon confrère, du parti de la demande sociale. En sport, Sénégal-Nigeria ce jeudi en Angleterre, match amical à 20h. Stade informe que ce sont des lions en groupe réduit qui vont jouer contre les Super Eagles à Londres. Car Khouma et Baldé Keita sont restés à Paris, Kara coincé à Bruxelles, Khadim Ndiaye à Dakar, Pape Alioune Ndiaye et Ismaïla Sarr blessés. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. C'est sur le passage du Premier ministre cet après-midi à l'Assemblée nationale. Vous avez la parole. Nous avons déjà 2 intervenants. Le député Zator Mbaye de Benno Bokk Yakaar. Bonjour. Bonjour Antoine. Il y a également Madame Seynabou Wade, députée à l'Assemblée nationale, membre du parti Bokk Gis Gis, c'est l'opposition. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, je vous donne la parole d'abord. Sur quoi allez-vous interpeller le Premier ministre cet après-midi, si vous avez la parole? Voilà, moi déjà, je dis bonjour à tous les Sénégalais. Bon, je vais présenter aussi mes excuses. J'ai le pied enflé, je ne pourrai pas être à l'Assemblée cet après-midi. Ah oui, hein? Voilà. Bon, maintenant, la question que je lui suis poser, c'est lui demander d'abord, est-ce qu'il y aura des élections libres et démocratiques, vu le nombre de transferts d'électeurs dans nos quartiers? Donc, qu'il nous assure d'élections où il n'y aura pas de violence, parce que je sais que les gens vont s'opposer à ceux qui ne sont pas des quartiers qui vont venir voter. La deuxième question, je voudrais lui demander s'il est normal que des personnes non élues, je parle du Conseil économique, social et environnemental, du Haut Conseil des collectivités locales et des fonds spéciaux ou fonds politiques, on l'appelle dans le jargon, alors que le maire de Dakar n'en dispose pas. Lui qui est en contact permanent avec les populations. Je voudrais demander au Premier ministre s'il a pris des mesures pour qu'il en dispose, vu la situation actuelle. Parce que le maire a utilisé les fonds divers comme des fonds politiques et il a été emprisonné. Donc c'est la question que j'aurais, c'est ces questions-là que j'aurais à poser. Et sinon, où qu'en est-il avec la part de l'hôpital Aristide Dantec? Justement, c'est là où je voulais en venir. Vous avez parlé presque de questions politiques en oubliant les questions sociales. Et vous pensez que le problème du maire de Dakar n'est pas social? Mais nous, nos pustules, nos cancers de sein, nos cancers de l'utérus, les prostates de nos frères et de nos oncles, mais c'est avec ces fonds-là qu'ils le réglaient. Donc c'est un problème social. Très bien. Je reviens à vous tout à l'heure, Madame Seynabou Wade. Zator Mbaye, sur quoi vous attendez le Premier ministre cet après-midi? Très bien, je voudrais vous saluer les Sénégalaises et les Sénégalais aussi.
présenter encore une fois les condoléances de l'Assemblée nationale tout entière à la Oumma islamique nationale et même universelle, parce que Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum était quand même un homme universel. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles la séance a été décalée jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Excusez-moi. Alors, le Premier ministre est attendu sur des questions d'actualité au nombre de 14, comme stipulé dans ce que nous appelons ici le code de conduite, qui quand même organise cet exercice. Je dois rappeler que la 12e législature est quand même le lit d'une phase expérimentale d'un échange entre l'exécutif et le législatif à travers ces questions d'actualité. Alors, les questions d'actualité ont été bien sûr définies dans le temps. Il s'agit des questions qui ont taraudé l'actualité pendant le mois, et le Premier ministre sera interpellé par 14 collègues sur cet exercice-là. Naturellement, les questions politiques, les questions sociales, les questions environnementales, gouvernementales seront au rendez-vous cet après-midi pour que justement ces derniers puissent, au-delà des députés, parler aux populations, parce que c'est ça le but. Le but, ce n'est pas de parler simplement aux députés. Oui, parce que vous êtes la représentation nationale. Vous représentez absolument. le peuple. Donc, à travers nous, le Premier ministre parlera aux populations de manière générale pour leur expliquer où est-ce qu'ils en sont sur les différentes politiques. Et j'espère que ces réponses seront satisfaisantes pour les populations. Mais vous avez peut-être eu l'occasion de le constater, parce qu'à chaque fois que le Premier ministre était venu, quand même, il n'a pas fait dans la langue de bois. Il a reçu les questions, en tout cas, sont posées de manière crue, et chaque fois, il y répond également de manière très, très sincère. Et à chaque fois que le Premier ministre est de l'Assemblée nationale, je pense qu'en tout cas, les Sénégalais sont satisfaits sur ce qu'il donne comme élément de réponse, parce que quand même c'est le primaire interpares et il suit au quotidien l'activité gouvernementale. Très bien, je reviens à vous tout à l'heure. Madame Seynabou Wade, vous espérez avoir les bonnes réponses, sans faux fiant, sans détour de la part du Premier ministre? Je l'espère, mais je sais que beaucoup de questions qui ont été posées lors des dernières séances n'ont pas eu les réponses exactes. Comme quoi exactement? Enfin, je ne peux pas tous les énumérer, mais beaucoup de gens qui ont eu à poser des questions. Parce que vous savez, quand on pose une question et que lui il répond, c'est fini, hein. Il n'y a plus de questions à reposer. Il n'y a plus de relance, quoi. Non, même, je ne parle même pas de relance, mais la personne n'a droit qu'à poser la question. Et si le PM répond, la personne n'a pas encore à lui reposer la question ou lui dire que je suis satisfait ou je ne le suis pas. Mais déjà, comment vous jugez l'exercice que le gouvernement a initié depuis quelque temps et qui consiste à apporter des réponses aux questions d'actualité face à la représentation nationale? Mais vous savez, ça fait combien de mois que le Premier ministre n'est pas venu? Donc c'est déjà un problème. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé à l'hôpital Le Dantec. Il y a une de nos sœurs, le docteur Mbaye Dione, qui avait écrit une question orale. Jusqu'à présent, elle n'a pas reçu de réponse. Donc vous voyez que, moi je pense qu'il va venir, il va parler, mais est-ce qu'il y aura une suite? Je ne pense pas. Très bien. Merci, Madame Seynabou Wade, députée Bok Gis membre de l'opposition. Zator Mbaye, alors, la question de la périodicité par rapport au passage du Premier ministre est souvent évoquée. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas être beaucoup plus régulier quand même? Parce qu'il y a les questions qui n'attendent pas, les populations s'interrogent sur certains sujets. C'est vrai, vous savez, la question de la périodicité est liée à beaucoup d'autres événements, à l'absence souvent du Premier ministre du territoire national, à l'absence du président de l'Assemblée nationale pour cause de mission à l'étranger, mais si pour des cas de force majeure. Tenez-vous bien, la semaine dernière, la séance était programmée, le Sénégal était plongé en deuil. Comprendriez-vous que l'Assemblée nationale puisse quand même, malgré ce deuil, tenir cette séance de questions d'actualité? Ça se comprend, oui. Alors, par contre, nous sommes dans une phase expérimentale. Il ne sera pas exclu sûrement d'évaluer et de voir est-ce que le gouvernement peut venir tous les mois, est-ce qu'il ne faudrait pas changer la périodicité, mais tout cela, ça se discute, ça s'échange, parce que je vous ai dit tout à l'heure que cette séance, au début, n'était pas prévue par la charte fondamentale. Ce n'est qu'à partir
du dernier référendum que cet exercice a été quand même consacré. C'était l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs le bureau avait mis en place une commission composée des deux présidents du groupe parlementaire, celui de l'opposition, celui de la majorité, plus le représentant des non-inscrits, pour nous proposer quand même un code de conduite qui pourrait encadrer cet exercice-là. Mais heureusement pour nous, nous avons quand même vu que ça se passe très bien. C'est des échanges et je suis persuadé que cet après-midi, les Sénégalais seront rassasiés par l'aspect croustillant, justement, des réponses que donnera le Premier ministre qui, je le rappelle, répond en général à la fin. 10 minutes lui sont réservées pour revenir sur l'essentiel des questions qui ont été posées. Donc quand les collègues parlent de relance, c'est vrai, il n'y a pas, le but de l'exercice, ce n'est pas de faire du TSNT, mais c'est de poser une question et d'avoir une bonne réponse. Et la bonne réponse est donnée souvent par le ministre de tutelle et à la fin, le Premier ministre revient sur un résumé global de l'essentiel des questions posées. Très bien. Zator Mbaye de l'AFP, député Benno Bokk Yakaar. Merci. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui. La météo avant de vous quitter. Le ciel sera ensoleillé sur l'ensemble du pays. La chaleur se maintiendra sur la majeure partie du territoire, notamment sur les régions orientales et centres du pays où les températures maximales vont osciller entre 38 et 42 degrés. Par contre, sur certaines zones proches du littoral comme Saint-Louis, Dakar et Cap Skirring, la sensation de chaleur sera moins ressentie suite à l'influence des alizés maritimes. La fraîcheur nocturne et matinale persistera sur les zones situées sur la Dakar, Saint-Louis avec des températures minimales qui ne dépasseront pas 21 degrés. Fin de cette édition, le rappel des titres. Antoine Diouf. La chambre d'accusation du tribunal de Dakar sur le sort de Bamba Fall et compagnie. La décision de l'instance judiciaire est attendue. C'est pour une liberté provisoire. Et puis, Khalifa Sall est retourné aujourd'hui devant le juge pour une confrontation avec le DAF de la mairie de Dakar. Le Premier ministre à l'Assemblée nationale cet après-midi, le chef du gouvernement répondra aux questions des députés, 14 questions au total. Beaucoup donc de sujets brûlants. Une commission paix et dialogue. Le conseiller en communication du président Macky Sall ne juge pas opportune la proposition de Cheikh Tidiane Gadio. C'est qu'aux yeux d'El Hadj Hamidou Kassé, le Sénégal est un pays stable où règne la cohésion sociale. La brouille diplomatique entre le Maroc et la République arabe sahraoui retarde le démarrage de la réunion des ministres de l'économie des pays de l'Union africaine qui doit se tenir à partir d'aujourd'hui à Dakar. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique Serigne Saliou Dème, réalisation Babacar Fall et Georges Detchediop. À la régie, il y avait Pape Oumar Diaw. 13h, Sokhna Ngoné Ngom pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, c'est Jalgati Xibar. Et ne ratez pas le rendez-vous de 15h30. El Hadj Assane Gueye reçoit Luxar, conseiller du président Macky Sall dans l'émission Yonbi. Tout de suite, Jalgati Xibar, donc excellent après-midi.